Et bienvenue dans ce webinaire. Démarrer avec AWS Identity and Access Management. Au programme, nous aurons une définition de IAM. Ensuite, nous verrons les structures et composants. Nous verrons les principes et bonnes pratiques. Et à la fin, notre coach nous fera une démo Abdoukarim. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous parler de LCF, le Cloud Facile. Il faut savoir que le Cloud Facile est une entreprise qui forme et accompagne toutes les personnes qui désirent propulser leur carrière dans le cloud. Nous avons des formations AWS, que vous soyez architecte, administrateur, développeur ou même financier. Aujourd'hui, nous vous offrons une gamme de programmes qui vous permet de maîtriser le cloud et vous démarquer sur le marché. Nous avons des cours en ligne. Ces cours en ligne offrent une flexibilité pour apprendre à votre rythme, que ce soit avec votre téléphone ou votre ordinateur. Nous avons aussi des instructeurs qui font en sorte que leurs cours soient en adéquation avec l'évolution de AWS, qui est très dynamique. On a quotidiennement des mises à jour. Ces cours en ligne là, se présentent comme suite des vidéos, des exercices pratiques, des quiz pour tester vos connaissances à chaque étape. Nous avons également un format coaching. Le format coaching met à disposition un coach qui vous accompagne pendant 3 mois avec plus de 15 heures de bootcamp. Le plus souvent, les bootcamps, c'est en week-end. Vous aurez également 50 travaux pratiques qui sont valables pendant une année. Ça, c'est les labs avec QuizLab. Et plus de 100 quiz de révision et plus de 250 scénarios de préparation à l'examen final. Avec ces 250 scénarios-là, vous allez forcément tomber sur le scénario de l'examen. Et aussi, ce coach vous prodigue des conseils de carrière et un suivi personnalisé. Et vous avez à disposition un support où vous pouvez contacter H24. Et actuellement, en termes de certification d'accompagnement, nous offrons la certification AWS Cloud Practitioner, qui est en quelque sorte un passeport pour tous ceux qui veulent comprendre le cloud AWS. C'est un atout essentiel pour toute carrière dans le domaine. Et vous pouvez également bénéficier de notre coaching spécialisé pour obtenir la certification AWS Solution Architecte. Et aussi, nous avons une certification Kubernetes avec une formation pour les DevOps. En seulement 5 semaines, vous pouvez apprendre à déployer des applications containerisées et maîtriser les concepts clés dans un environnement DevOps. Enfin, nous avons une formation DevOps essentielle qui offre une plongée profonde dans les principes et les outils essentiels. Aussi, il y a plein de certifications en préparation qui vous seront bientôt disponibles et accessibles. Je vais laisser la main à coach Abdoukarim en vous souhaitant un happy learning. Merci à tous. Merci Kadiatou. Rebonjour à tout le monde et je suis ravi d'être là parmi vous pour qu'on parle ensemble d'un service qui est essentiel chez AWS, qui est IAM, AWS IAM. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat. Il y a notre super coach aussi qui se trouve dans le chat qui est en train de répondre sur des questions posées. Donc voilà, en termes d'agenda, on va parler de AWS IAM, on va parcourir les concepts de base, que ce soit les utilisateurs IAM, les policies, les notions de groupe, ainsi de suite. Et à la fin, on va faire un travaux pratiques. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore un compte sur AWS Educate, vous pouvez le créer. En attendant, parce qu'après avoir fait la présentation, on va partir ensemble, mettre les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, on va pratiquer ensemble. Donc, je vous invite à ouvrir un compte sur AWS Educate. Et à la fin de cette présentation, on va pratiquer ensemble. Donc, sans plus tarder, on va parler tout d'abord des modèles de responsabilité partagés sur AWS. AWS a mis sur place un concept qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée sur AWS. Donc, c'est quoi le modèle de responsabilité partagée? C'est quoi les responsables, les responsabilités du client et c'est quoi les responsabilités d'AWS? Ça peut être un peu flou quand on parle de sécurité, on parle de deux entités.
Mais c'est comme ça se passe à AWS. Donc, AWS a mis ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée. Donc, il y a des responsabilités qui incombent les clients et il y a des responsabilités qui incombent à AWS. Par exemple, les infrastructures, les régions, les zones de disponibilité, les edge locations, ça, ce sont des centres de données qui sont un peu disponibles un peu partout dans le monde. Donc, ça, ce n'est pas aux clients de créer des infrastructures physiques. Donc, c'est AWS. Donc, cette responsabilité-là, ça incombe à AWS. De même, les ordinateurs, les stockages, les bases de données qu'on met à disposition aux clients, tout ça, ça incombe à AWS. Donc, il y a les responsabilités qui sont partagées. Et les clients aussi, il y a aussi les responsables de clients communs. C'est dans ce temps qu'on parle des responsabilités du cloud et les responsables dans le cloud. Les responsabilités du cloud, ça incombe à AWS. Maintenant, les responsabilités dans le cloud, ça incombe aux clients en fait. C'est quoi les responsabilités du cloud? C'est les régions, c'est les zones de disponibilité, c'est les edge locations, ainsi de suite. C'est ça que ça incombe AWS. Maintenant, tout ce que vous mettez dans le cloud, à savoir vos applications qui se trouvent dans une instance EC2, vos bases de données, vos utilisateurs IAM, tout ça incombe aux clients en fait. Maintenant, la responsabilité dans le cloud signifie tout ce que vous mettez dans le cloud en fait. Par exemple, on a une instance EC2. Vous connaissez tous c'est quoi une instance EC2? C'est un service de calcul chez AWS pour vous permettre de déployer vos applications et ainsi de suite. Maintenant, tout ce que vous mettez dans cette instance-là, on appelle ça, il y a quelqu'un qui toque à la porte depuis l'heure. Excusez-moi, une minute, je suis à la maison, je vais l'ouvrir et je reviens. Vous m'excusez une minute, hein? Excusez-moi, hein, il y avait quelqu'un qui toque à la porte sans cesse. Donc, je disais, il y a les responsabilités qui sont partagées, les responsabilités du cloud et les responsabilités dans le cloud. Donc, les responsables du cloud, c'est tout ce que vous trouvez. Ça veut dire les infrastructures, les zones de disponibilité, les edge locations. Tout ça, ça incombe à AWS. Maintenant, tout ce que vous mettez dans le cloud, à savoir vos applications, vos données, tout ça vous incombe. Je peux même prendre l'exemple, quand vous construisez votre maison, le maçon a la responsabilité de faire des murs forts, de faire un bon fondement. Tout ça, ça incombe sa responsabilité. Maintenant, une fois que vous déménagez dans votre maison, et la nuit, vous oubliez de fermer la porte à clé, ça, c'est votre responsabilité en fait. Ce n'est plus au maçon d'être responsable de ça quand quelqu'un vous vole. C'est un peu ça. Donc, tout ce qui se trouve au niveau physique, c'est aux responsabilités de AWS. Maintenant, tout ce que vous mettez à l'intérieur de votre instance, de vos bases de données, ça vous incombe. Maintenant, une instance EC2, c'est un service IaaS. Donc, votre responsabilité, c'est quoi sur ce service-là? C'est à vous de choisir le système d'exploitation. C'est à vous de choisir les sécurités groupes. Les sécurités groupes, c'est les accès à partir des IP qui vont avoir accès sur votre instance. Donc, si ça vous dit rien, vous pouvez voir le premier webinaire qu'on a fait, qu'on parlait d'infrastructure globale. Vous pouvez aller regarder sur YouTube, sur notre chaîne, le Cloud Facile, pour voir comment se passe l'infrastructure globale et tout. Maintenant, je parlais que l'instance EC2, c'est un service IaaS, donc c'est à vous de choisir le système d'exploitation, c'est à vous de gérer les logiciels que vous mettez. Maintenant, la virtualisation qui se passe, ça incombe à AWS en fait, parce que c'est une technique de virtualisation qui se passe derrière, de louer un espace physique pour permettre d'avoir votre instance EC2. Maintenant, ça incombe à AWS. De même, les bases de données RDS, c'est un peu différent d'une instance EC2, parce qu'une base de données RDS, c'est un service géré en fait. Quand on parle de service géré, c'est un service que presque la majorité des fonctionnalités est gérée par AWS. Donc, sur ce service-là, c'est comme un PAS. Donc, il y a IaaS, il y a PAS, c'est une plateforme as a service. Donc, le système d'exploitation-là, sur la base de données est géré par AWS. Toute la structure sous-jacente est gérée par AWS.
Le client, ce qui l'incombe, c'est les données qu'il va y mettre dans la base de données. Donc, il y a aussi une responsabilité partagée entre AWS et les clients. De même, les utilisateurs IAM, quand vous créez votre compte AWS, il y a ce qu'on appelle l'utilisateur root. Donc, quand vous créez votre compte AWS, il y a le super utilisateur qu'on appelle l'utilisateur root. Maintenant, si vous voulez créer d'autres utilisateurs sur votre compte, vous créez ce qu'on appelle des utilisateurs IAM. Maintenant, ces utilisateurs-là sont de votre responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité du client. Ça n'incombe pas à AWS. Ce n'est pas à AWS de créer des utilisateurs IAM. Donc, c'est ça un peu la notion de modèle de responsabilité partagée. Avant qu'on passe au vif du sujet. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, vous pouvez mettre des pouces. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez m'interpeller à tout moment ou écrire votre question sur le chat. Super. Super. Donc, maintenant, on va parler à AWS Identity and Access Management, qui est le service de gestion d'accès et de management chez AWS. Donc, quand on parle de gestion d'accès et de management, donc en termes de sécurité, l'authentification est différente de l'autorisation. L'authentification, ça vous permet de soumettre votre mot de passe, votre login et votre mot de passe pour accéder à votre compte. Maintenant, les accès, les autorisations, c'est est-ce que vous avez accès à telle ressource ou à telle ressource. Maintenant, ce service-là, c'est ça qu'il gère. Votre accès management, ça veut dire l'accès aux ressources d'AWS. Donc, on va y revenir. Avant ça, je vais vous poser une question à tout le monde. Qui a accès aux ressources AWS dans votre compte? La question est, si vous créez votre compte AWS, vous, une personne quelconque, qui a accès à votre ressource dans votre compte? Il y a Ibrahim Khalid Sisso qui dit route. Les autres? Moi et ceux qui je donne les permissions. Les autres? C'est une question à moi. Exactement. Donc, quand vous créez votre compte, pas de personne. D'accord. Quand vous créez votre compte AWS, par défaut, personne n'a accès à votre compte, sauf toi, en fait. Et sauf si vous autorisez des personnes à y avoir accès. Ça veut dire quoi? Quand vous créez votre compte, route, par exemple, M. Mao, crée son propre compte AWS, à l'instant qu'il a créé son compte, c'est juste lui qui a accès à son compte, pas d'autres personnes. Maintenant, si M. Mao veut, par exemple, créer d'autres utilisateurs dans son organisation, dans ce cas, il va créer des utilisateurs IAM pour qu'ils puissent avoir accès aux ressources de son compte. Donc, retenez ça, par défaut, personne, sauf si vous lui autorisez, n'a accès à votre compte AWS. Donc, votre compte AWS, vous pouvez donner accès aux utilisateurs IAM, aux applications, ainsi de suite, aux utilisateurs fédérés Active Directory. Il y a Mao qui posait la question concernant ça. Je pense que même Coach Kebe a répondu sur le chat. Donc, c'est ça la réponse. Donc, on va parler de AWS Identity and Access Management. C'est un service qui permet de gérer l'authentification et l'autorisation dans votre compte. Tout à l'heure, je parlais de l'authentification et de l'autorisation. Ce sont deux choses qui sont différentes. L'authentification, ça permet d'accéder à votre compte. Ça veut dire que vous mettez votre login, votre mot de passe et vous accédez à votre compte. Mais quand vous accédez à votre compte, est-ce que vous avez permission sur toutes vos ressources? Ça peut être oui, comme ça peut être non. Maintenant, le fait de donner d'accès aux ressources, c'est ça qu'on appelle les autorisations et les permissions. Donc, AWS Identity and Access Management, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des accès et permet de vous manager votre compte en gérant vos accès et vos identités. Donc, il vous permet, entre autres, d'administrer des utilisateurs IAM, c'est-à-dire que M. Mao a son compte, il a son propre entreprise qui utilise son compte AWS. Maintenant, il a beaucoup d'employés dans son entreprise. Il y a des développeurs, il y a des DBA, il y a des sysadmins, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des utilisateurs IAM et les donner des accès à chacun son profil. Il y a aussi les groupes d'utilisateurs. Après, on va y revenir de façon beaucoup plus claire. Les groupes d'utilisateurs, c'est quoi?
c'est une entité qui regroupe plusieurs utilisateurs. Supposons que dans une entreprise, on a 5 développeurs et 5 DBA. Donc, dans ce cas, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est optimal de créer chaque développeur des politiques d'accès? Non, ce n'est pas optimal. Donc, dans ce cas, AWS, qu'est-ce que nous a permis de faire? C'est de créer un groupe d'utilisateurs où on va attacher une politique. Cette politique-là, on va l'attacher au groupe et on va ajouter tous les utilisateurs qui sont des développeurs. Ils vont hériter de ce groupe-là et ils auront accès aux services qu'on a décidé qu'ils aient accès, en fait. Donc, c'est ça la notion de groupe. On va y revenir de façon beaucoup plus claire. Voilà. Il y a aussi les permissions d'accès aux ressources. Les permissions d'accès, c'est quoi? C'est, on a un utilisateur qui est un développeur. Est-ce qu'on va lui laisser les accès sur toutes les ressources du compte? Non. Un développeur, par exemple, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'accès au service EC2, il a besoin d'accès aux bases de données RTS, ainsi de suite. Maintenant, on lui fait une politique dont que le développeur aura accès que seulement sur les instances EC2 et seulement sur la base de données RTS. Il n'aura pas accès sur, par exemple, les services S3 ou bien les autres services IAM, ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'on appelle le grant list privilege. C'est AWS ce qu'on appelle le principe des moindres privilèges. On donne seulement les personnes les autorisations qu'ils doivent avoir. Si un développeur, ils doivent avoir accès à un service EC2 ou bien à une base de données, on va juste donner ces services-là. Maintenant, s'il a besoin, par exemple, dans le futur, accès au service S3, on va l'ajouter des privilèges pour qu'il ait accès au service S3. Donc, tout ce processus-là est géré par ce qu'on appelle AWS Identity and Access Management. Ça permet de gérer les accès et les identités des utilisateurs dans un compte AWS. Jusque-là, ça va. Donc, maintenant, on va parler d'un utilisateur IAM. Donc, un utilisateur IAM représente un utilisateur humain ou un programme ou bien une application, parce que ça peut être une application qui utilise nos ressources AWS. Il possède un nom et un mot de passe. Maintenant, quand vous créez votre compte root, vous vous connectez par votre login, votre email et votre mot de passe. Pareillement, quand vous créez un utilisateur IAM, il a un nom et un mot de passe pour se connecter à la console. C'est comme vous vous connectez en tant que root, lui juste, il est un utilisateur IAM, comme si tu l'as invité à ton propre compte en fait. Donc, il se connecte à travers un nom et un mot de passe pour se connecter à la console. Maintenant, s'il se connecte via AWS CLI ou AWS SDK, là, il aura besoin d'une paire d'access key. Parce que, souvenez-vous, il y a 3 moyens d'accès au service d'AWS. Il y a l'accès par console, il y a l'accès par AWS CLI, qui est par l'approche par ligne de commande, et AWS SDK, qui est par l'approche programmatique. Donc, en utilisant Access Key ID et le Secret Key ID. Donc, en résumé, un utilisateur IAM, c'est juste un utilisateur humain, il peut être une personne, comme il peut être une application qui possède un accès, ça veut dire un nom et un mot de passe, pour pouvoir se connecter à votre console AWS. Maintenant, c'est l'utilisateur qui va définir les accès et les permissions qu'il aura pour utiliser certaines ressources de votre compte. Donc, c'est ça qu'un utilisateur IAM. On a aussi les groupes d'utilisateurs IAM. Je vous parlais tantôt qu'un groupe permet d'administrer les permissions d'un ensemble d'utilisateurs avec des fonctions similaires. Exemple, supposons on est dans une entreprise, on a les groupes, on a des développeurs et on a ceux qui s'occupent de la base de données, ça veut dire des DBA. Donc, on a deux groupes. Donc, le groupe Dev, souvenez-vous, je vous ai dit tantôt que AWS respecte ce qu'on appelle le grant list privilege, ça veut dire le principe des moindres privilèges. Donc, les groupes dev, supposons ils veulent avoir accès que sur les services Amazon EC2, ainsi de suite, seulement sur le service Amazon EC2. Maintenant, les DBA veulent avoir accès sur le service RDS, qui est un service entièrement géré par AWS. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ce cadre-là? Vous allez créer ce qu'on appelle un groupe d'utilisateurs IAM, que vous appelez groupe dev. Maintenant, ce groupe dev-là, vous avez attaché une politique. Cette politique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que toutes les personnes qui seront dans ce groupe-là auront accès que
co-service Amazon EC2. Maintenant, s'il y a 5 développeurs dans votre entreprise, que vous avez déjà créé avec utilisateur IAM, vous allez mettre dans ce groupe-là ces utilisateurs-là. Vous allez mettre, par exemple, Fatou, Demba, et ainsi de suite. Vous allez les mettre dans le groupe dev. Maintenant, ces personnes-là vont hériter automatiquement tous les privilèges qui se trouvent dans le groupe dev. Si le groupe dev a seulement le privilège d'accéder au service EC2, les utilisateurs qui s'y trouveront auront seulement accès au service EC2. Pareillement pour le groupe DBA. Quand vous créez un groupe, vous le nommez groupe DBA et vous donnez les privilèges à ce groupe, par exemple, ils auront accès qu'au service RDS. Toutes les personnes que vous mettez dans ce groupe-là vont hériter des privilèges de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'ils auront accès qu'au service Amazon RDS. C'est ça qu'on appelle la notion de groupe d'utilisateur IAM. Donc, un utilisateur IAM hérite des permissions assignées à son groupe et peut appartenir aussi à plusieurs groupes. Supposons que l'utilisateur A est dev, mais aussi est DBA, parce que ça peut arriver qu'un utilisateur ou bien qu'un membre de votre organisation utilise deux profils, qu'il est dev en même temps il est DBA. Dans ce cas, vous le mettez dans le groupe de dev et vous le mettez aussi dans le groupe de DBA. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il va hériter les permissions du groupe dev, c'est-à-dire il aura accès au service EC2 et il va hériter aussi au service toutes les permissions, les privilèges du groupe DBA, c'est-à-dire il va avoir accès au service Amazon RDS. Donc, en résumé, un groupe, c'est juste, ça permet d'administrer les permissions d'un ensemble d'utilisateurs, comme je vous l'ai expliqué. Donc, un utilisateur IAM, retenez qu'un utilisateur IAM hérite des permissions assignées à un groupe. Et pareillement, un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes. Comme on peut créer un autre groupe, par exemple, dans cet exemple-là, on a utilisé groupe dev, groupe DBA. On peut aussi utiliser exemple groupe système exemple. Et maintenant, si l'utilisateur A est DevOps exemple, ils peuvent aussi hériter d'un autre groupe et avoir les mêmes privilèges-là que les gens de ce groupe-là. Donc, c'est ça la notion de groupe. Ça permet d'optimiser un peu l'organisation des accès management. Est-ce que c'est bon pour tout le monde depuis là? Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question sur le chat. Qu'est-ce que tu appelles console AWS dans la définition de l'utilisateur UTAD? Donc, je disais tantôt que les services d'AWS, on peut l'utiliser sous différentes formes. On peut accéder via la console. La console, c'est une interface graphique. Après, on aura l'occasion de le voir. C'est un interface, je me trompe en disant interface graphique, mais c'est un navigateur web où on va trouver les services d'AWS. C'est ça qu'on appelle l'approche par console. Maintenant, par console AWS. Maintenant, il y a d'autres aussi types d'approches. Il y a l'approche par AWS CLI, c'est-à-dire que par l'approche par ligne de commande. C'est l'interaction entre l'utilisateur et les services par ligne de commande. On appelle CLI. Il y a aussi l'approche programmatique. Quand vous utilisez des langages de programmation comme Python, Java, et qu'ils utilisent des services AWS, on appelle AWS SDK. Donc, il y a 3 moyens d'interagir avec les services d'AWS. Donc, si cette partie-là est un peu nuancée, on avait fait un webinaire concernant ça, la structure globale. On a parlé largement de ça. Vous pouvez regarder les vidéos YouTube sur notre chaîne, Le Cloud Facile. Vous pouvez y avoir plus de détails concernant ça. Donc, on a parlé des utilisateurs IAM, on a parlé de groupe IAM, maintenant on va parler de politique. Une politique, c'est quoi? C'est un document JSON qui permet d'autoriser ou de refuser des actions sur des ressources. Supposons que vous avez créé un groupe d'utilisateurs que vous appelez groupe dev. Et ce groupe-là, toutes les personnes que vous mettez dans le groupe auront seulement accès au CE2. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez définir une politique. Cette politique va permettre soit d'autoriser, soit de refuser des actions sur ces services-là. Par exemple, sur cet exemple, vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle une politique. Il y a la version, le statement, l'action c'est l'instance EC2, l'étoile c'est toutes les ressources, l'effet c'est hello. Donc on peut avoir 2 effets, soit on refuse, soit on autorise. Hello signifie on autorise. Qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser? L'action sur le service EC2 sur toutes les ressources.
Et maintenant, on a une conditionnalité, c'est quoi? Que tous ceux qui utilisent ça devront strictement se trouver dans la région US-Est-2. Ça veut dire en Virginie, si je me trompe. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que si on attache cette politique-là à un groupe, tous les utilisateurs qu'on va mettre dans ce groupe-là n'auront accès qu'à l'utilisation du service Amazon EC2, mais seulement dans la région US-Est2. Maintenant, s'ils vont se trouver dans la région d'Irlande, exemple, ils n'auront pas la possibilité d'utiliser ce service-là. Ils verront afficher notre authorized, cela veut dire que vous n'êtes pas autorisé à utiliser ça. C'est ça une politique. Donc, en résumé, une politique, ça permet juste d'autoriser ou de refuser les actions sur les ressources. Maintenant, si à la place de allow, là, on avait mis deny, ça signifie qu'on te refuse d'accès au service EC2 à toutes les ressources dans la région. C'est juste ça. Donc, cette politique-là peut être assignée à l'utilisateur IAM, comme ils peuvent être assignés à un groupe d'utilisateurs. Si on l'attache à l'utilisateur, cet utilisateur-là pourra avoir accès sur tous les services qu'on a définis, qu'on a listés ici, sur l'action. C'est ça qu'on appelle politique. Donc, cet utilisateur a toutes les permissions sur les ressources EC2 dans la région ISS2 qui est à Ohio. Maintenant, cet utilisateur, s'il se positionne dans une autre région qu'Ohio, c'est-à-dire par exemple dans l'Europe ou bien en Afrique, à Cape Town, il n'aura pas accès à ce service EC2-là. Donc, retenez les trois fondements de AWS et IAM. C'est quoi? Il y a les IAM, l'utilisateur IAM, et l'utilisateur lui-même concret. Il y a le groupe d'utilisateurs qui permet de regrouper des utilisateurs dans une entité. Et il y a la politique qu'on va attacher soit à l'utilisateur, soit au groupe d'utilisateurs qui permettra soit d'autoriser, soit de refuser des actions sur les ressources de votre compte AWS. Donc, on va prendre un exemple. Quand vous créez votre compte AWS, vous avez ce qu'on appelle, vous êtes l'utilisateur racine, vous êtes le super utilisateur. Mais ce compte-là, ça fait partie des bonnes pratiques AWS mettre en place. On vous recommande pas de l'utiliser quand vous administrez votre compte. Parce que ce compte-là est assujetti à plusieurs cibles d'attaque en fait. Parce que c'est votre compte AWS. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques quand vous créez votre compte AWS de créer un utilisateur admin, exemple. Et maintenant, sur cet utilisateur admin-là, vous pouvez l'utiliser pour administrer d'autres utilisateurs IAM que vous définissez leurs actions, leurs privilèges, leurs actions, ainsi de suite. Mais retenez ça que n'utilisez jamais votre compte AWS Racine, qui est le root user, pour administrer votre compte. C'est déconseillé en fait. Donc, je disais que le compte utilisateur Racine, il a tous les privilèges en fait. Il a tous les privilèges. Il peut faire tout sur le compte. Il n'a pas de limite. Raison pour laquelle c'est déconseillé de l'utiliser quand vous entrez d'administrer votre compte. Donc, vous créez ce qu'on appelle les administrateurs. Les administrateurs, ils pourront créer d'autres, créer d'autres utilisateurs IAM et les administrer. C'est par mesure de sécurité. Maintenant, ces administrateurs-là, tu peux même créer un groupe d'administrateurs. Maintenant, toutes les personnes que vous mettez dans le groupe d'administrateurs seront automatiquement des administrateurs. Et maintenant, ces administrateurs-là peuvent créer d'autres utilisateurs, ce qu'on appelle des développeurs, des DBA, ceux qui sont dans la finance. Tout ça, ça répond au grant list privilège, c'est-à-dire au principe du moindre privilège. Parce qu'un développeur n'a pas besoin de voir l'utilisation des factures d'AWS de ton propre compte. Il n'a pas besoin. De même, le DBA n'a pas besoin de ça. De même, ceux qui s'occupent de la finance n'ont pas besoin de démarrer des exercices pour tester, parce que ce n'est pas le rôle. Donc, toute personne dans l'organisation a son rôle défini. Raison pour laquelle AWS met en place ce qu'on appelle le grant list privilège. Maintenant, les développeurs, comme on avait fait tout le temps, tantôt, ils peuvent leur donner accès seulement aux instances EC2. Les DBA, vous pouvez leur donner seulement accès aux bases de données RDS. Ainsi, toutes les personnes qui s'occupent de la finance, de la gestion du billing, vous les donnez accès au service billing. C'est ça qu'on appelle le grant list privilège. Toute personne, par exemple, à savoir un développeur, un DBA, un finance, a ses profils spécifiques qui est différent de l'autre. Donc, il n'a pas accès
un développeur ne doit pas avoir accès accès à tout le compte. Ça veut dire un développeur ne doit pas avoir accès, par exemple, aux instances de C2, au service binding, ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Ça ne fait pas partie des normes de bonne pratique. Et AWS insiste qu'on appelle les bonnes pratiques. Même pour ceux qui vont après faire des coachings ou bien suivre des formations pour passer la certification, AWS insiste toujours sur les notions de bonnes pratiques, les bonnes pratiques à suivre quand vous êtes en train d'administrer votre compte AWS. Donc, retenez que un utilisateur root, c'est le super utilisateur. Donc, il a tous les privilèges. Maintenant, il a le privilège de créer des administrateurs, c'est-à-dire des personnes, des utilisateurs IAM, dans le compte qui pourront administrer d'autres comptes. Ces administrateurs-là peuvent créer plusieurs profils d'utilisateurs et les mettre sous plusieurs groupes d'utilisateurs et créer des politiques et les attacher des attacher ces politiques à des groupes ou bien à des utilisateurs IAM selon leurs différents profils. Donc, les bonnes pratiques de sécurité dont je parlais tout à l'heure, le premier, c'est n'utiliser pas l'utilisateur root au quotidien. C'est déconseillé de le faire. Donc, c'est créer plutôt des utilisateurs administrateurs, des admins, vous les donnez des politiques d'administration et vous vous connectez sur les profils d'administrateurs là pour administrer votre organisation. L'autre chose à appliquer, c'est le grant list privilège dont je parlais. Donc, le grant list privilège, c'est quoi? C'est le principe des moindres privilèges. Quand une personne doit avoir accès qu'à un seul service, vous lui donnez accès à ce service-là, qu'importe laquelle. Quand il aura aussi besoin d'accès à plusieurs services, par exemple, il est développeur, il a accès à une instance C2, mais à un moment donné, il va avoir accès à la base de données EDS. Dans ce cas-là, vous lui donnez accès à la base de données EDS. Donc, ça réduit les cibles d'attaque en fait. Ça réduit les problèmes. Et votre compte root, vous le laissez, vous ne connectez pas, vous connectez en tant qu'administrateur. Ça diminue les risques d'attaque en fait. Et c'est une norme de sécurité à aborder et à avoir. Et il y a aussi l'encouragement d'utilisation du MFA pour root. Quand vous créez votre compte chez AWS, vous devez activer, donc ça fait pas des nombres de sécurité les plus à avoir, c'est vous devez activer ce qu'on appelle le MFA, c'est-à-dire le multifacteur authenticate. C'est quoi le multifacteur authenticate? C'est quand vous allez vous connecter sur votre, par exemple, console, vous tapez votre login et votre mot de passe, et un device, ça peut être votre téléphone, comme ça peut être un matériel, un device quelconque, qui va demander une autorisation supplémentaire pour pouvoir vous connecter. Donc, ça permettra, si même quelqu'un vole votre login et votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter tant qu'il n'y a pas une autorisation supplémentaire de votre MFA. Donc, c'est une mesure de sécurité à avoir, par réflexe. Donc, quand vous créez votre compte AWS, activez le MFA pour tous les utilisateurs IAM. C'est des normes de sécurité et ça fait partie des bonnes pratiques de sécurité sur AWS. Et définissez une politique robuste pour les mots de passe. Ça aussi, c'est important. D'habitude, l'être humain un peu pareil, des fois, il donne des mots de passe, par exemple, son nom ou bien date de naissance, sa ville, ainsi de suite. Donc, ça, ce n'est pas les bonnes pratiques de donner des mots de passe. Donc, il faut définir une politique robuste pour les mots de passe, de telle sorte que personne ne pourra l'imaginer à dire que tel son mot de passe et son date de naissance ou bien c'est son nom de famille, ainsi de suite. Donc, ça fait partie des normes de bonnes pratiques de sécurité. Il faut définir une politique robuste pour vos mots de passe. Surtout quand ça s'agit de cloud AWS, parce que vous y mettez vos applications, vous y déployez vos bases de données, il y a beaucoup d'enjeux qui se trouvent. Raison pour laquelle, quand vous utilisez ce genre de service-là, il faut définir une politique robuste de mot de passe. Donc, et l'autre aspect, c'est d'interdire le partage d'identifiants entre utilisateurs. Ça aussi, ça ne se fait pas. Par exemple, on est dans la même organisation. Je me dis, tiens, voici mon login et mon mot de passe, tu peux l'utiliser, ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Ça fait partie des normes de bonne pratique à avoir en soi-même. Même dans la vie réelle, il faut l'avoir, il faut avoir cette pratique-là. D'autant plus chez AWS. Donc, c'est interdit de partager vos identifiants
entre utilisateurs. Donc, ces devices-là, il y a le Google Authenticator, il y a l'autre device qui vous permet de mettre une sécurité supplémentaire au niveau de votre compte route. Donc, cette norme de bonne pratique-là, il faut l'avoir quand vous utilisez le cloud chez AWS. Donc, le premier, c'est de ne pas utiliser l'utilisateur route au quotidien. Donc, créez toujours des administrateurs et par vos comptes administrateurs, vous pouvez administrer d'autres comptes IAM. Donc, ayez cette réflexe-là de bonne pratique. Appliquez ce qu'on appelle le grantless privilege. Le grantless privilege, c'est le principe des moindres privilèges. Donc, quand quelqu'un a besoin d'accès à un service, vous lui donnez accès à ce service qu'il a besoin. Il ne faut pas lui donner accès à tout le compte et toutes les ressources. Encouragez aussi l'utilisation du MFA, c'est-à-dire du multifactor authentication, pour route et pour tous les utilisateurs IAM que vous créez. C'est quand vous êtes administrateur, vous allez créer d'autres utilisateurs IAM qui seront des développeurs, des DBA, des gens de la finance, des gens du DevOps, ainsi de suite. Maintenant, ces utilisateurs-là, aussi, il faut activer le MFA pour augmenter la sécurité à ce niveau. Et définir aussi une politique robuste de mot de passe et interdire le partage d'identifiants entre utilisateurs. Donc, voici ce qu'on appelle les normes de bonne pratique chez AWS, en résumé. Donc, vous n'avez pas posé de questions tout à l'heure. Je vous ai demandé si vous avez des questions. Maintenant, c'est à moi de vous poser des questions. Il y a une question, c'est pour des problèmes de sécurité que vous devez ne pas utiliser. Oui, Sergio, oui, c'est pour des problèmes de sécurité. Parce que les cibles d'attaque sont seulement visent principalement les comptes routes, en fait. C'est tout le monde sujet de plusieurs attaques. Donc, c'est interdit, bon, c'est déconseillé d'utiliser votre compte route pour administrer d'autres comptes, pour administrer ça, pour faire démarrer vos instances, ainsi de suite, pour faire des services, quoi. Donc, c'est déconseillé de faire. Ce qu'on vous conseille, c'est quand vous avez votre compte route, vous créez ce qu'on appelle un utilisateur administrateur, un compte administrateur. Maintenant, sur ce compte sur un utilisateur, sur cet utilisateur IAM-là, administrateur, maintenant, vous allez devoir administrer les autres comptes par norme de sécurité. C'est que quand l'administrateur est attaqué, c'est moins risqué que quand le compte route principal est attaqué. Vous voyez un peu la différence. Parce que quand le compte route est directement attaqué, c'est tout le compte qui est attaqué. Maintenant, quand le compte administrateur, quand l'utilisateur IAM qui est administrateur est attaqué, c'est moins grave. Je ne dis pas que c'est grave, mais c'est moins grave par rapport quand le route est attaqué, en fait. Raison pour laquelle on vous déconseille d'utiliser le compte route. Voilà, il y a Mao qui a répondu sur quel est les comptes admin pour des de sécurité. Exactement, c'est ça. Donc, on va passer au quiz pour que je puisse voir est-ce que vous avez un peu compris les concepts que j'ai évoqués, surtout le long du webinaire. Vrai ou faux? Vous utilisez votre clé d'accès et votre clé d'accès secrète pour vous connecter à AWS Management Console. C'est vrai ou c'est faux? Le Management Console, c'est le navigateur web que vous accédez pour avoir accès à vos ressources AWS pour information. Il y a aussi un évaluement qui dit que c'est vrai, il y a Sergio qui dit c'est faux, Patrick qui dit c'est faux. Les autres, questions à 3 millions. Si vous trouvez, vous allez après récupérer vos 3 millions. C'est Kadjotouan, ne l'oubliez pas. Il y a Oulay Mao qui dit aussi c'est faux. Abdou Karim, oui. Faudrait peut-être donner la chance à ceux qui ont dit vrai et faux de se justifier. Ouais. Pourquoi, par exemple, je vais donner la parole à Mabissa. Pourquoi vous dites c'est vrai? D'utiliser votre clé d'accès et votre clé d'accès secrète pour vous connecter à AWS Management Console. Pourquoi vous dites c'est vrai, Mabissa? Parce que lorsqu'on accède à la console, il faudra aller sur AWS, créer un utilisateur IAM. Après, à partir de cet utilisateur, il va nous générer une clé d'accès et aussi une clé d'accès secrète. Donc, on va mettre cette clé d'accès-là pour y connecter à la console. D'accord, je vais y revenir, Mabissa. Et je vais donner la parole à qui a dit faux. Il y a quelqu'un qui a dit c'est faux.
C'est M. Thierry. C'est ça. Admel Thierry, tu as dit c'est faux ou bien tu as dit c'est vrai? Tu as écrit deux fois. Non, je viens de rectifier là. Je C'est vrai. pense qu'on peut comparer que la clé d'accès au mot de passe et comment on appelle ça, username. Disons, il y a le mot de passe, il y a le nom pour avoir accès. Donc, on peut comparer les deux dans le cas-ci. Donc, ici, on a la clé d'accès, on a la clé qui peut être comparable, c'est-à-dire un mot de passe et le nom pour avoir accès au service de management. D'où Ok. c'est vrai. OK. Et M. Mao, qui dit c'est faux? M. Mao, tu es là? Oui, Abdul. Oui. Toi qui dis c'est faux, c'est quoi la justification? J'ai pas entendu. Tu as répondu que c'est faux, la question que je viens de poser. Oui, bon, pour moi, pour se connecter à la console, on n'a pas besoin en fait d'avoir une clé d'accès. C'est juste un login, un mot de passe. Exactement, c'est ça. Et puis, pof, je suis connecté à la console. Exactement. Donc, pour revenir à la question, quand on utilise la console, pour votre information, c'est le navigateur web qu'on utilise. Le navigateur web qu'on est en train d'utiliser, qu'est-ce qu'il nous demande un navigateur web? Il demande justement notre login, ça veut dire notre adresse mail et le mot de passe. On a besoin que ça pour accéder à nos ressources. Donc, on n'a pas besoin de donner des clés d'accès secrètes ou bien d'accès à ID, accès ainsi de suite. Maintenant, si on utilisait le AWS CLI, ça veut dire qu'on utilisait l'accès par console AWS CLI, dans ce cas-là, on aura besoin d'utiliser les clés d'accès secrètes pour se connecter. Mais quand on utilise AWS Management Console, on n'a pas besoin d'utiliser d'accès secret. Donc, vous pouvez faire l'exemple en ouvrant votre compte. Donc, Mamisse et Thierry, quand vous ouvrez votre compte AWS, votre console, il va vous demander que seulement votre login et votre mot de passe. Vous n'avez pas besoin de votre compte. Donc, c'est une question pièce. Des fois, ça peut même arriver pour ceux qui font la certification après. Donc, il faut bien faire attention des fois au jeu de mots. Donc, la réponse est faux. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, la même chose, vrai ou faux. C'est une bonne pratique d'utiliser l'utilisateur Racine Root pour les tâches quotidiennes dans la console AWS. C'est une bonne pratique d'utiliser l'utilisateur Racine Root pour les tâches quotidiennes dans la console AWS. C'est quoi votre réponse? Faux, il y a Christian qui dit faux, c'est une faux, TGT faux. Ah, cette réponse-là, on dirait que tout le monde est aligné. Exactement, j'ai bien insisté sur ça. Donc, la réponse est faux, B. Donc, il faut toujours se déconseiller, ça fait partie des bonnes pratiques d'AWS, d'utiliser même votre compte. Donc, il est conseillé d'utiliser ce qu'on appelle un utilisateur IAM qui est administrateur, qui va permettre d'administrer vos comptes AWS en fait. Donc, voilà, là, tout le monde a trouvé. Donc, personne ne va gagner des millions sur cette question-là. Donc, on va passer à la troisième question. Quelle est la différence entre un utilisateur et un groupe d'utilisateurs dans IAM? Quelle est la différence entre un utilisateur IAM simple et un groupe d'utilisateurs IAM? A, un utilisateur représente une personne, tandis qu'un groupe regroupe plusieurs utilisateurs. B, un utilisateur peut accéder à tous les services AWS, tandis qu'un groupe est limité à certains services. C, un utilisateur peut accéder à tous les services AWS, tandis qu'un groupe d'utilisateurs est limité à certains services. Il y a Mohamed qui dit c'est A. Cheikh Diaw qui dit c'est A. Patrick A. Mamis A. Chemao qui dit c'est A. Exactement. La bonne réponse, c'est A. Donc, vous tous vous êtes alignés sur la réponse A. Donc, un utilisateur représente une personne, tandis qu'un groupe d'utilisateurs regroupe plusieurs personnes en fait. Donc, ce que vous devez retenir sur cette question-là, c'est
le groupe d'utilisateurs, c'est juste comme une entité qui va regrouper plusieurs utilisateurs et ces utilisateurs-là vont hériter de tout privilège attaché à ce groupe. Ça, il faut le retenir. Donc, il y a les 3 keys-là que j'ai mis en place pour permettre un peu de jauger le niveau de compréhension de la présentation. Et dans l'ensemble, je pense que vous êtes tous maintenant experts AWS et IAM, si je me trompe. Oui, Sergio. J'avais une question à poser. Oui, vas-y. C'était par rapport à la notification MFA. Si on définit pour un utilisateur qui doit se connecter avec MFA, il est obligé d'avoir, exemple, Google Authenticator avec lui pour pouvoir avoir un code d'accès. D'accord. C'est juste un choix qu'il faut utiliser. Il y a un écho. Oui, je disais que c'est un choix. Tu peux utiliser Google Authenticator pour faire du MFA. Il y a aussi des devices spécifiques aussi pour faire le MFA. Donc, c'est juste un choix que tu vas faire. Quel device tu vas utiliser? Tu vas utiliser Google Authenticator, tu vas utiliser un autre device. La seule aspect positif que je peux dire, c'est de faire un MFA en fait, d'utiliser MFA. N'importe le device que vous utilisez. C'est-à-dire avoir ce qu'on appelle une couche de sécurité supplémentaire. Quand vous mettez votre login, votre mot de passe, qu'il y ait un autre device pour confirmer que c'est vous. Cela va pallier à si quelqu'un, par exemple, vous vole votre identité, vous vole votre login et votre mot de passe, et il va dans la console AWS, par exemple, chef.gmail.com, il met ton mot de passe. Là, il sera obligé d'authentifier avec Google Authenticator pour avoir accès dans ton compte. Maintenant, c'est la raison pour laquelle AWS conseille, et ça fait partie des bonnes pratiques d'utiliser le MFA. Du coup, même quelqu'un te vole tes identifiants, il ne pourra pas avoir accès à ton compte tant qu'il n'a pas le code MFA. Donc, pour revenir à ta question, vous pouvez utiliser le Google Authenticator qui est tellement utilisé dans le monde des technologies. Il y a aussi d'autres devices, comme ceux qui utilisent, par exemple, ceux qui sont à la banque, il y a des petits devices qu'ils utilisent qui génèrent automatiquement à tour de rôle des codes MFA pour permettre d'identifier à votre compte n'importe laquelle. Donc, pour revenir à la question, oui, tu peux utiliser Google Authenticator comme tu peux utiliser d'autres devices. Oui, d'accord. Mais exemple, si j'ai déjà défini, exemple, pour un utilisateur A, je lui demande de connecter, par exemple, avec MFA, Google Authenticator. Maintenant, si l'utilisateur met ses accès, et après on lui demande un accès MFA, comment ça va se passer après? Est-ce qu'il lui doit avoir... Comment on fait pour lui donner ces accès-là, ce code-là? C'est ça que je demande exactement. D'accord. Est-ce que je peux faire une démo pour vous montrer ça? Comment ça se passe? Je vais me connecter sur mon compte principal. Exemple. Je vous montre comment ça se passe. Je pense que ça serait beaucoup plus simple à chercher. Pas ce compte-là. Donc, voici le console AWS. Je vais me connecter en tant qu'utilisateur. Donc, mon nom, mon adresse email, c'est abdou.karim.info. Les mails suivantes. Il y a mon mot de passe. Donc, pour revenir à la question passée, vous avez besoin que votre login et votre mot de passe pour vous connecter. Maintenant, si j'ai mes connexions, lui me demande le code MFA, mon code MFA, parce que c'est moi qui a dit à AWS, je veux ce compte-là qui est associé à un code MFA. Maintenant, j'ai un Google Authenticator sur mon téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google Authenticator. Je ne sais pas si vous voyez mon téléphone. Vous voyez la liste des codes que j'ai associés à mes différents comptes, c'est-à-dire à AWS, ça peut être à une autre plateforme, etc. J'ai plusieurs codes MFA. Maintenant, je vais utiliser le code MFA qui est associé à mon compte AWS. Pour cet exemple, c'est exemple 954 436. Et ça va changer à tout de rôle. Je vais me soumettre. Et là, j'ai accès maintenant à mon compte AWS. Et vous voyez,
il y a 5 secondes, c'était 954. Maintenant, là, c'est rechangé. Maintenant, c'est à 698, 316. Ça change à tour de rôle, en fait. C'est ça qu'on appelle le MFA. Ça veut dire que c'est une couche de sécurité supplémentaire. Si je ne valide pas ça, je ne pourrais pas avoir accès à mon compte. De ce fait que même si vous avez mon login et mon mot de passe, vous utilisez abdoukarim.info, vous arrivez à supprimer mon mot de passe, vous ne pouvez pas vous connecter, en fait, parce que vous n'avez pas mon code MFA. Est-ce que c'est un peu clair? Oui, c'est bon. Maintenant, si jamais je fais mon portable, comment je fais pour retrouver, par exemple, toujours mon compte MFA? Parce que j'avais créé un utilisateur et j'ai perdu le compte, le portable. Du coup, je n'arrive plus à me connecter avec cet utilisateur. Tu peux récupérer ton Google Authenticator sur un autre device. D'accord. C'est comme votre compte Gmail, ainsi de suite. Tu peux récupérer ton Google Authenticator sur un autre device et avoir accès à ton compte. Là, il n'y a pas un souci. Dans ce cas-là, pour le récupérer, qu'est-ce qu'on a besoin? Je pense que c'est le login de votre Gmail, parce que puisque vous utilisez Google Authenticator, c'est associé à votre adresse mail Gmail. Vous aurez besoin de votre adresse Gmail, peut-être de votre mot de passe pour récupérer votre Google Authenticator. D'accord, merci beaucoup. OK. Donc, oui, nous sommes à la fin de la présentation. Ça reste les travaux pratiques, en fait. Donc, voilà, je passe la main à Kadjatou. Si tu veux ajouter quelque chose avant que je passe à la travaux pratique. Kadjatou. D'accord, je voudrais rapidement parler de la journée du cloud. En fait, la journée du cloud est la plus grande webconférence en Afrique dédiée au cloud. Elle aura lieu le 29 juin. Il y aura une webconférence et puis des hubs physiques à Conakry et à Dakar. Donc, si vous êtes dans ces pays-là, n'hésitez pas à vous inscrire. Je viens de partager le lien dans le chat. Moi, je vous encourage à vous inscrire. Il y aura des experts d'un peu partout, de Microsoft, de Google, de Oracle. Et en plus, il y a notre sponsor WizLab qui offre des comptes gratuits à tous les participants de l'événement. Donc, pour ceux qui sont en train d'apprendre le cloud ou qui travaillent sur des projets, auront la chance de s'exercer sur plusieurs clouds. Donc, merci. Abdoukarim, tu peux continuer. Merci. Donc, pour s'inscrire, il y a aussi les hubs physiques à Dakar comme à Conakry. Vous pouvez vous inscrire et venir participer à la fête. Vous allez vous gaver de cloud et de nouvelles technologies, je vous assure. Kadjatou, exemple, moi, je me suis déjà inscrit, mais après, est-ce qu'on doit avoir une réponse pour que notre inscription s'est passée? Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse. Je ne comprends pas exactement. Vous aurez un mail de confirmation. Que vous soyez inscrit dans le hub physique ou bien sur la plateforme Hermit, vous aurez un mail de confirmation avant le jour J. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. OK, merci. Merci, Kadjatou. Donc, on va un peu pratiquer. Donc, si vous avez des comptes AWS Educate, vous pouvez aller sur awseducate.com et pratiquer avec moi. Sinon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez après la présentation, revoir, ouvrir un compte et pratiquer. Parce que des fois, ça fait du bien de pratiquer. Ça permettra de voir les différents concepts qu'on a évoqués tout au long de la présentation. Donc, vous venez sur Getting Started with Security. C'est un lab, c'est-à-dire qu'il y a des ressources qui nous ont prédisposées pour faire des exercices. Donc, vous venez ici, vous mettez ici 20, ça ne concerne pas. C'est juste le lab qui nous intéresse, permettre de voir comment ça se passe le service IAM, comment se passent les utilisateurs IAM, les groupes, les politiques. Passez en revue tout ça. Vous mettez ici 20. Donc, si vous venez ouvrir Get Started with Security Lab dans une nouvelle fenêtre, vous ouvrez le lab dans une nouvelle fenêtre.
On va le mettre en français parce qu'il est un peu pour vous. Donc, le lab, c'est introduction à IAM. Ça veut dire que l'objectif du lab, c'est d'explorer les utilisateurs et les groupes IAM. C'est que ce lab, il y a AWS Educate qui nous a mis en place, nous a mis à disposition des groupes d'utilisateurs qui sont déjà en place, nous met à disposition des utilisateurs IAM qui sont déjà en place. Et l'objectif de ce lab est de un peu explorer c'est quoi un utilisateur IAM, c'est quoi un groupe IAM, comment ça se passe, comment ajouter des utilisateurs dans un groupe IAM, comment se passent les politiques, et si on donne des politiques en groupe et on y ajoute des utilisateurs, comment ça va se manifester. C'est ça en globalité l'objectif de cela. Donc, si vous me suivez, vous cliquez sur démarrer l'atelier. Ça permet de provisionner un peu l'atelier en attendant qu'on parcourt le lab. Donc, la tâche 1, quel est le statut? Le lab est en statut, en création. Il est en train de provisionner le lab parce que, bon, c'est des ressources que AWS Educate nous met à disposition, à savoir les groupes que nous allons utiliser, les services que nous allons utiliser, et d'autres services que nous n'allons pas utiliser du tout. Ils vont le vérifier pour nous. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle le grant less privilege. On est en train d'utiliser le service IAM. On va pratiquer sur le service IAM. Ils ne vont pas nous donner accès sur d'autres services. Par exemple, sur RDS ou bien sur d'autres services. C'est ça qu'on appelle le grant less privilege. Il fait la même chose. Donc, pour laquelle ils nous sont en train de provisionner le lab pour qu'on puisse l'utiliser après. Donc, on attend quelques minutes. Il y en a ceux qui font le lab avec moi, ou bien il y a tout le monde qui suit après, qui vont reprendre. Vous pouvez utiliser votre compte et pratiquer en même temps que moi. Comme vous pouvez après la séance, regarder la vidéo sera disponible sur YouTube. Vous pouvez l'utiliser aussi pour revoir les concepts et pratiquer aussi. Parce que le cloud, c'est très intéressant de pratiquer. Tu peux lire les concepts, ainsi de suite, comprendre, mais c'est mieux de pratiquer pour voir ce que ça fait réellement. Pour de création, voilà, le statut de laboratoire prêt. Donc, c'est bon. Donc, vous cliquez sur AWS pour accéder à votre console AWS. Donc, voici la console AWS. Un navigateur web qui va te permettre, comme post-soir, d'utiliser des services AWS. Donc, pour notre cas, pour notre exercice, on nous demande d'explorer ce qu'on appelle le service IAM et les utilisateurs et les groupes qui s'y trouvent. Donc, je vous rappelle que AWS Educate nous met en place des utilisateurs qui sont déjà créés pour nous, des groupes d'utilisateurs qui sont déjà créés pour nous. Maintenant, on va aller les explorer. Donc, pour ce faire, vous tapez sur la barre de recherche IAM. Cette barre de recherche-là, vous tapez IAM. C'est le service Identity and Access Management. Ça permet la gestion des accès aux consoles. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous voyez le tableau de bord de IAM. C'est comme ça se ressemble. Donc, nous avons 3 groupes d'utilisateurs. On a 3 utilisateurs, on a plus de 15 rôles. On n'a pas encore de politique, ainsi de suite. Et 0 fournisseur d'identité. Donc, il y a des rôles. Les rôles, c'est juste des politiques temporaires qu'on attache, qu'on donne aux utilisateurs ou bien aux services pour avoir accès à des ressources. Par exemple, à titre d'exemple, vous pouvez avoir une instance EC2 qui veulent interagir avec le service S3, mais dans ce cas, il a besoin de rôles temporaires pour interagir avec ce service-là. Dans ce cas, on utilise ce qu'on appelle les rôles IAM. Donc, on va partir de ça. Les groupes d'utilisateurs, on a 3 groupes d'utilisateurs qui sont EC2 admin, EC2 support, S3 support.
Pour le moment, il n'y a pas d'utilisateur sur aucun groupe. Il n'y a pas d'utilisateur sur le groupe ECD admin, il n'y a pas d'utilisateur sur le groupe ECD support, il n'y a pas d'utilisateur sur le groupe Extra support. Maintenant, voyons les utilisateurs. On a 3 utilisateurs. User 1, qui est l'utilisateur 1, l'utilisateur numéro 2 et l'utilisateur numéro 3. Maintenant, tous les 3 utilisateurs-là n'ont pas encore accès à aucun groupe, à savoir le groupe ECD support, le groupe admin ou bien le groupe ECD admin. Donc, ils n'appartiennent à aucun groupe. Donc, si on revient dans le groupe d'utilisateurs, on clique par exemple, on choisit le ECD admin. Vous voyez, il n'y a pas d'utilisateur, il n'y a aucun utilisateur dans ce groupe-là. Maintenant, si vous voyez dans les autorisations, c'est là où on voit les politiques en fait, les politiques qui sont attachées au groupe. Maintenant, c'est quoi cette politique-là? Si vous cliquez sur ECD admin, vous le déléguez. Vous voyez qu'il y a une action de describe, start instance, stop instance. C'est quoi ça? C'est que cette politique-là, il a des actions sur le service Amazon EC2, mais des actions qui sont spécifiques. Ça veut dire que cette politique-là, quand on l'attache dans un groupe, tous les utilisateurs qui seront dans ce groupe-là auront que pour privilège de décrire des instances EC2, de démarrer des instances EC2 et d'arrêter des instances EC2. Seulement ces 3-là. Est-ce qu'ils pourront supprimer une instance EC2? Non. Ils ne pourront pas supprimer des instances EC2 parce que on ne l'a pas dit, on ne l'a pas, comment dire, décrit sur la policy. Tant qu'on n'a pas décrit sur la policy, c'est par défaut interdit. Ça veut dire que tout qu'on n'a pas défini ici, c'est que l'utilisateur n'aura pas le privilège de le faire. Donc, tout, quand on va attacher le ECD admin policy là, quand on va l'attacher quand on va mettre un utilisateur dans ce groupe-là, cet utilisateur-là pourra que décrire des instances, démarrer des instances et stopper des instances. Et ce sont des instances de type nano ou bien de type micro. Il ne pourra pas démarrer des instances de type X large, exemple, ou bien de type large, de type C large, il n'aura pas cette possibilité-là. Donc, c'est cette politique-là qui est associée à ce groupe-là, qui est EC2 admin policy. Donc, allons voir un autre groupe. Est-ce que vous me suivez, les gars? Ok, super. Donc, il y a le groupe EC2 support. Ce groupe-là, pour le moment, il n'y a pas d'utilisateur dans ce groupe-là. Et en termes d'autorisation, pour les gens qui vont appartenir à ce groupe, qu'est-ce qu'ils auront le privilège à faire? L'effet. Si vous vous rappelez bien, une politique, la définition, c'est un document JSON qui permet d'autoriser ou bien de refuser des actions sur des ressources. C'est ça la définition. Donc, l'effet, c'est autoriser, c'est allow. Qu'est-ce qu'il autorise? Le fait de lister, de décrire des instances EC2 seulement. C'est ça qu'il a la possibilité de faire. Et quoi d'autre? Elastic Load Balancing, de décrire le load balancer. Il n'a pas le droit de créer des load balancers, il n'a pas le droit de supprimer des load balancers. Il a juste le droit de décrire l'Elastic Load Balancer. Et quoi d'autre? Effet d'autoriser quoi? De lister les métriques de CloudWatch, de recueillir les métriques de CloudWatch et de les décrire. Donc, puisque c'est un groupe de support, il a juste les privilèges de description, soit des services Elastic Load Balancer et du service CloudWatch et du service Amazon EC2. Donc, il n'a que ces 3 privilèges-là. À part ça, il n'a pas d'autres privilèges à affecter. Donc, retenez que tous les utilisateurs IAM que nous allons mettre dans ce groupe-là n'auront que ces privilèges-là. Donc, ils ne pourront pas démarrer des instances, ils ne pourront pas supprimer des instances, ils ne pourront pas avoir accès aux services, par exemple, Amazon S3. On va voir l'autre groupe qui reste, qui est le S3 Support. Donc, vous voyez, pour le moment, il n'y a personne sur le groupe utilisateur S3 Support. Et en termes d'autorisation, vous voyez, il a comme
politique, Amazon S3 read only access. Il a un accès de lecture seulement. Donc, il ne peut pas créer des buckets, il ne peut pas supprimer des buckets, et ainsi de suite. Donc, il a juste un accès de lecture. Donc, tous les utilisateurs qu'on va mettre dans ce groupe-là, on n'a que ces privilèges-là, de lister, de décrire, et ainsi de suite. À part de lister et de décrire, ils n'auront pas la possibilité de créer des buckets policiers, ainsi de suite, de faire des politiques. Donc, c'est ça un peu les politiques qui sont attachées aux groupes qui sont en place. Maintenant, la deuxième tâche, on va faire quoi? On va prendre des utilisateurs et on va les mettre dans le groupe et on va se connecter sur ces utilisateurs-là pour tester. Donc, la tâche de qu'est-ce que je me dis? On était en train de décrire les politiques et comment dire, et les groupes et les utilisateurs. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? On va ajouter des utilisateurs à des groupes. Donc, pour ce faire, il faut ajouter l'utilisateur 1 au groupe S3 support, ajouter l'utilisateur 2 au groupe EC2 support, ajouter l'utilisateur 3 au groupe EC2 admin. Donc, c'est ça ce qui nous attend en fait. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au groupe d'utilisateurs. On va commencer au groupe S3 support, puisque c'est l'utilisateur 1 qui doit être dans ce groupe-là. Même si on faisait l'inverse, ça serait pareil. Donc, il n'y a pas d'ordre de priorité en fait. Donc, pour ce faire, on est dans le groupe S3 support. Le groupe S3 support, on doit ajouter l'utilisateur user1. Pour ce faire, vous venez sur utilisateur, ajouter des utilisateurs et cocher l'utilisateur 1 et l'ajouter dans le groupe. Aussi simple que ça. Et vous voyez en même temps, l'utilisateur 1 va hériter tous les privilèges que le groupe contient. Il va l'hériter automatiquement. Si le groupe S3 support a accès seulement à la lecture, l'utilisateur 1 aura accès seulement à la lecture concernant le site S3. Il ne pourra faire autre chose que ça. Après, on va tester sur chaque utilisateur pour que vous puissiez voir comment ça se passe réellement. Donc, là, on est dans le groupe S3 support. On va aller dans le groupe EC2 support. Le groupe EC2 support, on va ajouter l'utilisateur de user2. Donc, pour ce faire, on va faire pareil. Ajouter des utilisateurs. User2, on sélectionne user2. Et vous ajoutez l'utilisateur au groupe user2. Maintenant, l'utilisateur user2 va hériter du groupe EC2 support. Groupe EC2 support, ça va faire quoi? Il aura seulement accès à lecture seule aux instances EC2. Donc, il ne pourra que décrire les instances, lister les instances. Il ne pourra pas créer d'instances, ni stopper des instances, ni terminer des instances. Il n'aura pas ce privilège-là. Donc, c'est fait user2. Et maintenant, dans le groupe EC2 support. On va faire pareil pour le troisième groupe, qui est le groupe admin. Yes. Vous cliquez sur le groupe EC2 admin. On fait pareil, ajouter des utilisateurs. Et on va ajouter l'utilisateur 3. Maintenant, l'utilisateur 3 va appartenir au groupe EC2 admin. Est-ce que vous suivez? Maintenant, l'utilisateur 3 aussi va hériter tous les privilèges du groupe EC2 admin, c'est-à-dire affichage, démarrage des instances EC2, le fait de stopper des instances EC2. Il aura ces privilèges-là. Maintenant, on va aller voir les utilisateurs maintenant. Maintenant, si vous voyez bien, chaque utilisateur maintenant appartient à un groupe. Il y a l'utilisateur 1 qui appartient à un groupe, qui est le S3 support, l'utilisateur 2 qui appartient au groupe EC2 support, l'utilisateur 3 qui appartient au groupe EC2 admin. Maintenant, si vous voulez vous connecter avec l'utilisateur 1, on va se connecter avec l'utilisateur user 1 pour voir ces privilèges-là. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur user 1, il y a information d'identification et de sécurité. Voici le lien de connexion. Donc, ce lien-là qu'on va utiliser, on va utiliser un navigateur privé pour se connecter via
l'utilisateur 1, qui est un utilisateur IAM. Donc, retenez ça. Donc, on copie ça. On va utiliser une fenêtre de navigation privée pour ne pas casser l'autre navigation. On va coller le lien pour se connecter au compte de l'utilisateur user 1. Rappelez-vous que user 1 appartient au groupe S3 Support. Donc, il n'a que seulement accès à lecture au service S3. Donc, user 1, si je me trompe, c'est ça. Le mot de passe. Le mot de passe est défini dans le lab. Tester user 1. Donc, voilà. Le user 1, son mot de passe est lab password 1. Donc, on copie. On va dans la navigation privée. On met le mot de passe. Vous voyez, on s'est connecté. On s'est connecté. Voilà, on s'est connecté au compte de user 1 qui fait partie au groupe S3 Support. Donc, lui, il a accès seulement en lecture au service S3. Donc, on va aller visiter le service S3 pour voir s'il a accès. Donc, dans ce cas, vous tapez service S3. Vous voyez, il peut lister les buckets qui se trouvent dans la région et ainsi de suite. Donc, avant de se faire, il faut se positionner dans la Virginie du Nord parce que le lab nous prescrit de se positionner dans la région de Virginie du Nord. Voilà. Donc, vous voyez, il est en train de lister les buckets. Mais est-ce qu'elle a le droit de créer un compartiment? Non, il n'aura pas le droit de créer un compartiment. Donc, on va tester ça. Vous allez voir. Il va essayer de créer un compartiment. Bon, compartiment, il va l'appeler, je vais écrire n'importe quoi. Créer un compartiment. Vous voyez, pour créer un compartiment, l'autorisation S3, create bucket est requise. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les politiques qu'on a associées au groupe dont l'utilisateur appartient n'a pas les politiques de créer un bucket. Donc, l'utilisateur ne pourra pas créer un bucket. Il pourra seulement lister des buckets. Donc, c'est ça qu'on appelle le grant list privilege. On n'a pas autorisé à faire ça. Donc, vous voyez, on va faire pareil pour l'autre utilisateur 2. On va se connecter via le compte de l'utilisateur 2, l'utilisateur IAM2. Pareillement, on va copier son lien de connexion pour se connecter. L'utilisateur 2, il fait partie du groupe EC2 Support. Il a accès à lecture sur le service EC2. Donc, il ne pourra pas créer des instances EC2 lui. Donc, on va tester ça aussi. On va se connecter. C'est le compte de l'utilisateur user 2. User 2. Le mot de passe, je vais aller le récupérer sur le lab. User 2. Oui, c'est lab password user 2. On va se connecter au compte IAM de user 2. Lui, il fait partie du groupe EC2 Support. Il a juste le droit de lister des instances EC2. Donc, si on va rechercher le service Amazon EC2, il verra toutes les instances qui sont en train de tourner. Mais lui, on ne l'a pas donné l'autorisation de créer des instances ni d'arrêter des instances. Donc, vous voyez, il peut voir les instances qui sont en cours d'exécution. Il y a une instance qui est en cours d'exécution. Il peut aller le lister, le voir sans problème. Mais s'il voulait supprimer l'instance ou bien créer d'autres instances, il n'aura pas les permissions de le faire en fait. Exemple, si on sélectionne cette instance-là, on va essayer de le supprimer pour voir.
de l'arrêter, autant pour moi, exemple. Arrêter l'instance. Stop. Vous voyez, you are not authorized to perform this operation. On n'a pas l'autorisation de faire cette opération-là. Vous voyez le message d'erreur que parce qu'on n'a pas le droit d'opérer cette opération-là. Parce qu'on nous a donné la permission de lister les instances EC2. On n'a pas la permission de supprimer ni de démarrer notre instance. Donc, vous voyez comment c'est fort les services IAM, comment ils gèrent les accès de tout un chacun. On va faire le pareil pour le service, pour l'utilisateur 3. Parce que l'utilisateur 3, il appartient au groupe EC2 admin. Lui, il peut afficher, démarrer, arrêter des instances EC2. Donc, on va revenir sur l'utilisateur 3. Non, ça, c'est mon propre compte. Yes. Donc, on va revenir sur l'utilisateur 3. Lui, il appartient au groupe EC2 admin. Donc, on va se connecter en utilisant son lien de connexion à la console. On va faire pareil. On va l'utiliser. C'est user-3. Le mot de passe, je vais aller le copier, ça sera beaucoup plus vite. Et ça sera moins d'erreur. C'est le password 3. Et on va se connecter. Là, on s'est connecté en utilisant l'utilisateur IAM user 3. Lui, il appartient au groupe EC2 admin. EC2 admin, ils ont la politique d'affichage, de démarrage d'instance EC2 et d'arrêter les instances EC2. Donc, il aura accès à toutes ces ressources-là que je viens de citer. Donc, on va aller sur le service EC2 pour voir. Vous voyez, il faut voir ces instances-là qui sont en cours d'instruction. Qui est cette instance-là. Donc, lui, il peut lister, il peut voir ces instances-là, comme il a aussi la capacité d'arrêter ces instances-là, puisqu'on l'avait donné le privilège d'arrêter des instances. Donc, lui, il peut arrêter l'instance tout facilement. Il n'y aura pas ce message d'erreur-là que l'utilisateur avait rencontré quand il voulait arrêter une instance. Mais par contre, lui, est-ce qu'on l'a donné le privilège de suppression? Non, on ne l'a pas donné les privilèges de suppression. Donc, lui, s'il tente de supprimer une instance, il aura le même message d'erreur que avait rencontré l'utilisateur 2. Donc, lui, il peut démarrer, arrêter l'instance. Donc, c'est un peu, en résumé, ce que fait AWS IAM. Ça permet la gestion des identités et des accès des utilisateurs IAM. Donc, tenez à faire un peu ce TP pour vous montrer comment ça se passe réellement. Les concepts qu'on a énumérés concernant les IAM, les groupes. Donc, c'est comme ça que ça se passe en réalité. Donc, je vous suggère de revoir la vidéo après que vous ayez reposé, de refaire le lab, de comprendre comment ça se passe, certains concepts, et même n'hésitez même pas d'utiliser votre propre compte, de créer des utilisateurs IAM, d'attacher des politiques, d'essayer de se connecter avec ces utilisateurs IAM-là. Ça sera la même chose. Donc, le cloud, c'est la pratique en fait. Donc, nous sommes là à terme de cette présentation-là. J'espère que ça vous a plu et vous aviez emmagasiné beaucoup de connaissances, comme vous et moi, concernant cette présentation. Donc, pour Kadiatou, je donne la parole à Kadiatou pour, voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ces connaissances-là avec vous. Et merci d'être là aussi. Merci Abdou Karim, merci à tous les participants. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on fait des workshops ou webinaires.
pour tous ceux, c'est devenu une sorte de série. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube, que ce soit sur le CLI, le EC2 ou le Amazon S3. Il y a aussi Coach Kébé qui a fait pas mal de vidéos, que ce soit sur des conseils pour ceux qui veulent se certifier. Donc, je vous invite aussi à aller voir du côté de YouTube. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas dans la communauté WhatsApp, je vous invite, il y a plusieurs groupes avec plusieurs thématiques. Si vous travaillez sur des projets ou si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à venir partager ça dans ce groupe. Il y a tellement de profils, il y a tellement de monde que vous allez forcément trouver quelqu'un qui pourra vous aider. Et aussi, encore, il y a la journée du cloud. Et je vous invite à vous inviter. Je vous invite à vous inscrire. C'est un événement vraiment, c'est une grande opportunité pour apprendre, pour découvrir les tendances, les innovations. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent continuer dans le cloud. Merci encore à Coach Kébé, merci à Abdou Karim et merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui et on se dit à bientôt. Merci. Et Abdou Karim, tu peux partager le slide avec eux, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Je partage le slide. Coach Kébé, vous voulez ajouter quelques mots? Coach Kébé, vous êtes là? Oui, je parlais dans le vide. Bon, le seul mot que j'ai à ajouter, c'est de dire merci à tout le monde. Nous savons que on prend souvent beaucoup de votre temps. N'empêche, chaque semaine, vous êtes là avec nous, donc pour nous encourager, pour nous donner de la force. Donc, nous, on se battra corps et âme pour vous présenter un contenu qui sera à la hauteur de vos attentes. Thank you, guys. Yeah. Merci, coach. Merci à vous aussi. J'ai partagé la présentation dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et merci à tout le monde. Merci, merci, merci.